Le débat du samedi soir qui oppose tous les samedis deux femmes qui ont des engagements politiques, disons, différents. Raquel Garrido, Maître Garrido, bonsoir. Bonsoir. Qui milite au Parti de gauche. Et Marie-Laure Harel, bonsoir. Bonsoir. Qui milite, elle, à l'UMP. L'actualité nous laisse quelques loisirs ce week-end et je vous propose un premier sujet qui a été suggéré par Manuel Valls lui-même. Faut-il changer le nom du Parti Socialiste? Écoutez ce que disait cette semaine Manuel Valls sur BFM TV. Il faut réfléchir entre toutes les forces progressistes à construire une maison commune, une fédération, peut-être demain une formation politique commune. Qu'il y a sans doute entre ces forces progressistes moins de différences qu'il y en avait il y a quelques années. Et au bout de ce processus, alors à ce moment-là, des questions comme le changement de nom peuvent parfaitement se poser. Je l'avais déjà dit il y a quelques années. Alors, Manuel Valls avait même dit que le mot socialisme lui paraissait dépassé en tant que tel et qu'il renvoyait au 19e siècle. On n'a pas bien connu. Et vous non, en tout cas. Est-ce que c'est votre avis? Bon, vous êtes à l'UMP, me faites pas la réponse en disant ça me regarde pas, je suis à l'UMP. Oh bah, c'est mal me connaître que de croire que je me défile quand on me pose des questions. C'est marrant parce que socialisme, c'était des appellations qui ne le dérangeaient pas tant que ça il y a encore quelques semaines et en tout cas pendant l'élection présidentielle de 2012. Ce que je trouve de terriblement grave, c'est que la France est dans une situation économique extrêmement grave. Il y a des menaces terroristes, il y a des choses quand même lourdes de conséquences qui se passent en ce moment. Et la priorité de Manuel Valls, c'est de réfléchir au nom du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un chef de parti, alors qu'il est chef de gouvernement. Et que ce qu'on lui demande de faire en ce moment, c'est pas de faire du marketing pour le PS, c'est pas de s'adresser aux militants PS, c'est de s'adresser à tous les Français et de faire de sa priorité la réduction du chômage, des déficits, la relance de la croissance, la réduction de la dette. Voilà ce sur quoi on devrait plutôt l'entendre. Il est chef de la majorité quand même. Il est chef du gouvernement. Et dans une situation telle que celle-là, j'ai peine à croire que sa priorité, ce soit de nettoyer la vitrine du PS. Quand on fait le bilan de cette semaine, c'est quand même catastrophique. Parce qu'on a eu Martine Aubry, Cambadélis, Le Foll, Bartolone, Valls, Hollande eux-mêmes, qui ont consacré tout leur temps et toute leur énergie à Filippetti, à se faire des croche-pattes, à régler leurs comptes, au lieu de s'occuper... à droite, ça va. Mais attendez, non mais arrêtez de... Ne m'obligez pas à venir défendre le Parti Socialiste. Non mais qui est au gouvernement en ce moment? C'est l'UMP ou c'est le Parti Socialiste? Non, mais qui est à l'origine? Déroulez votre argument. Mais ils sont au gouvernement. Je trouve que leur priorité, ça ne devrait pas être de s'afficher de cette manière. Ça devrait être de s'occuper des problèmes des Français. On arrive quand même... Le bilan de la semaine, c'est qu'ils ont réglé leurs comptes, mais qu'ils ne se sont pas occupés des Français. Est-ce que le mot socialiste vous paraît relever du 19e siècle ou pas? Mais je n'ai aucune opinion sur socialisme ou pas socialiste, c'est que simplement changer de nom, qu'est-ce que ça va faire? De toute façon, le problème de Manuel Valls, c'est pas le nom, c'est lui-même qui a un problème à gauche. Quand on est réticent par rapport aux 35 heures, quand on est prêt à geler le salaire des fonctionnaires, quand on veut réduire les charges des entreprises, quand on mène une politique face aux Roms comme il l'a fait le ministère de l'Intérieur, ce que je trouve plutôt appréciable. De droite. On est de droite. Voilà. Donc son problème, c'est pas le nom de son parti, c'est sa position lui-même. Et ce n'est pas parce que le PS change de nom demain qu'il sera d'un coup plus compétent et plus moderne et que ça fera oublier toutes les erreurs actuelles. M'intéresse bien de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez dit le fond d'affaires. Bon, c'est sûr que, comment dire, Manuel Valls, il est Premier ministre par le fait du prince. Maintenant, il a besoin de prendre un pouvoir sur un parti, qui est le Parti Socialiste. Pas par le fait du prince, dites pas ça. Il a présenté son gouvernement à l'Assemblée, il l'a soumis à un vote de confiance. Oui, d'accord. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre dans ce pays. Oui. Et il n'y a jamais eu, en Ve République, une contradiction entre les chambres et le président de la République. C'est pas la nature de nos institutions. Bon, c'est pour ça qu'on peut désigner comme Premier ministre le gars qui a fait 5% à la primaire. Qu'est-ce que c'est que tous ces bouquins que vous avez dans les congrès du Parti Socialiste. Eh bien, écoutez, je suis allée, comme moi, je réponds toujours sérieusement à vos questions, Christophe Anglade. Et pas moi. non, vous aussi, Marie-Laure Harel. Mais néanmoins, j'ai quand même, avec cette affaire de socialisme, une petite histoire personnelle qui fait que j'y suis attachée. Et c'est vrai que depuis 2008, déjà, et même avant, Manuel Valls voulait rompre avec ce terme dans ce livre en 2008 pour en finir avec le vieux socialisme. Ça a toujours été son cheval de bataille. C'est pour ça qu'il était si minoritaire au Parti Socialiste. C'était
de l'extrême droite du Parti socialiste. Manuel Valls a toujours été ainsi. Et donc là, il veut, comment dire, que le Parti socialiste refasse un nouvel le socialisme relève du 19e siècle et qu'il ne peut pas franchir le cap du 21e. C'est une folie. C'est une folie, en fait. Parce que la réalité, c'est qu'il y a quelque chose d'éminemment moderne dans cette idée de mise en commun. Le communisme et le socialisme sont des termes aujourd'hui qui ont été salis. Et je reconnais que même le mot gauche, c'est une difficulté. Ces gens-là ont cassé ces termes-là. Ils sont aujourd'hui... Pas que, mais quand les socialistes, entre guillemets, sont au pouvoir et qui font une politique de droite, le mot socialisme, du coup, est dénué de tout sens et il est détruit comme modalité de conceptualiser les choses. Mais si on veut bien réfléchir à la question que vous posez, c'est-à-dire est-ce que c'est daté ou est-ce que ça a un avenir, moi je pense qu'au contraire, la mise en commun des choses, justement, la sociabilisation des choses, c'est moderne. Pourquoi ? Parce que nous habitons dans la ville, nous sommes des urbains. L'accroissement de la population et la concentration urbaine fait que nous ne pouvons vivre qu'en communauté. Vous voulez l'eau et l'électricité au 5e étage, elle doit passer au 4e, au 3e, au 2e et au 1er étage. Vous ne pouvez rien faire tout seul. Vous n'avez pas votre lopin de terre pour cultiver votre petite patate et votre petite carotte. Nous sommes obligés de tout mettre en commun. Nous sommes tous des socialistes. Eh bien oui, ces notions-là sont nécessairement modernes parce que c'est l'avenir. Alors maintenant, il faut aller plus loin. Il faut parler plutôt d'écosocialisme que de socialisme. Il faut peut-être décider que dans la mesure où certains biens sont communs, l'eau par exemple, l'air, etc. Il y a peut-être une certaine forme de sortie du marché pour ces biens-là, de gratuité. C'est ça les grands débats modernes aujourd'hui qui sont soumis à l'humanité tout entière. Mais je suis moi plutôt d'avis que le socialisme, en tout cas à la française, a quelque chose de totalement dépassé, c'est sûr. Il n'est évidemment pas... Rendez-vous compte quand même que les gens ont élu François Hollande sur une logique politique qui n'est pas du tout celle qui est appliquée aujourd'hui. On est quand même très loin du discours du Bourget à l'heure actuelle, mais c'est une forme d'arnaque. C'est que un certain nombre de Français a décidé de voter pour un François Hollande bien de gauche qui aujourd'hui met un Premier ministre et un ministre de l'économie de droite. Ils ont voté pour un monsieur qui a expliqué en 2012 qu'il détestait la finance et qui vient mettre au ministère de l'économie précisément un financier. J'ai pas de critique à faire dessus, mais c'est quand même, tout ça n'est quand même pas très cohérent. Et Manuel Valls, quoi qu'il en dise, de toute façon, le socialisme qui est le sien, le socialisme du discours du Bourget, celui de François Hollande, ce n'est pas un socialisme libéral, c'est une gauche qui n'est pas libérale, c'est une gauche qui n'aime pas les entrepreneurs, c'est une gauche qui n'aime pas la réussite, c'est une gauche qui se soucie nettement moins de la prospérité économique que de la préservation des acquis sociaux. C'est plutôt lui qui devrait se poser la question de savoir s'il est au bon endroit. Non mais la prospérité économique, pour qui, Marie-Laure? Oh là 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 là, ça nous éloignerait. Non mais la gauche, regardez, écoutez ce que dit Jaurès. Écoutez ce que dit Jaurès. Petite citation de Jaurès à 22h15 sur BFM TV. La lutte des classes est le principe, la base, la loi même de notre parti. Ceux qui n'admettent pas la lutte des classes peuvent être républicains, démocrates, radicaux, au mieux radicaux socialistes. Ils ne sont pas socialistes. François Mitterrand, lui, disait, celui qui ne veut pas rompre avec l'ordre établi, c'est-à-dire la société capitaliste, celui-là, je le dis, disait-il, ne peut pas être membre du Parti socialiste. C'est celle-ci la fibre historique du socialisme. Allez, ça conclut. Moi, je pense effectivement, sans doute que c'est peut-être pas si mal, c'est peut-être être un début que le mot socialisme change, puisque ce serait peut-être un début pour une nouvelle politique, un nouveau projet et de nouvelles idées, parce que c'est quand même comme ça qu'on se renouvelle avant tout, et pas en changeant juste de nom ou de logo. Allez, maintenant, en attendant, on ne change pas de parti, mais on change d'heure, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un débat qui revient 2 fois par an depuis 40 ans, et je ne résiste pas au bonheur de vous le soumettre. Il s'agit du changement d'heure qui intervient donc cette nuit, à 3h du matin, j'en profite pour le répéter pour la xème fois. Il sera 2h, on va dormir 1 heure de plus. C'est un changement d'heure qui a été prévu à l'origine, au lendemain du premier choc pétrolier, pour faire des économies d'énergie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une minorité de Français est pour, parce qu'on les interroge par sondage, 19% seulement des Français soutiennent ce changement d'heure, 54% y sont radicalement opposés, puis après les autres sont dans un ventre mou. J'aimerais savoir, les filles, ce qu'il en est de votre côté. Raquel Garrido. Écoutez, la question du temps et de sa maîtrise est une question beaucoup plus philosophique et moins prosaïque qu'on peut le croire. On peut penser que c'est un non-sujet, qu'en fait, on s'en fiche un petit peu. Et en fait, non. En fait, la question de la maîtrise du temps, du temps dominant, c'est important. Alors, je m'explique. Avant, le temps dominant, c'était celui des saisons. Donc, on travaillait en fonction du moment où il fallait semer les graines, etc. C'est la saison qui donnait le rythme du temps et qui dominait. Et aujourd'hui, nous sommes à une période où c'est le travail
qui dicte le temps dominant à tous les autres compartiments de la vie. Et voilà pourquoi nous avons une difficulté et des gens qui disent je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il faut tout organiser? Pourquoi est-ce que la question de l'heure à laquelle les enfants vont à l'école, l'heure à laquelle je fais des choses en famille ou avec mes amis dans le monde associatif, pourquoi est-ce que tous les autres temps, le temps libre, doit être organisé et structuré autour de ce temps du travail? Eh bien, c'est une bonne question. Et je dis aux gens qui veulent se battre contre ce changement d'heure, etc., je dis dans le fond, c'est eux qui ont raison de vouloir reprendre la main sur le temps, c'est important. Après, vous voulez savoir mon avis personnel sur cette chose-là? Écoutez, aujourd'hui, nous revenons à l'heure normale, entre guillemets. Oui, GMT plus 1. C'est-à-dire que voilà. Qui n'est même pas l'heure normale, parce que l'heure normale, c'est GMT. Alors, voilà. Là, c'est le fuseau horaire en vigueur, en fait. Exactement. L'heure d'hiver, c'est-à-dire l'heure normale, c'est l'heure des Allemands. Et l'heure d'été, c'est l'heure des Anglais. Non. Là, aujourd'hui, demain, nous passons à l'heure des Allemands. Et hier, nous étions, enfin, plutôt, jusqu'à cet instant. Pendant l'été, nous sommes à l'heure des Anglais, d'accord? C'est-à-dire, le soir, nous avons plus de jours. Et maintenant, en hiver, nous passons à l'heure des Allemands, qui est l'heure dite normale. Et personnellement, si je me fie à mon propre rythme et mon désir de synchronicité, et ben moi, j'aime bien, en été, avoir un peu plus de temps, de pouvoir boire l'apéro un petit peu plus longtemps, de pouvoir cheminer avec mes enfants dans la rue un peu plus longtemps parce qu'il y a du jour. Et j'ai aucune intention de me réveiller à 5h du matin pour aller semer les graines dans les champs parce que le soleil est là à 5h du matin. Non, à 5h du matin, je dors. Je suis, une fille de la ville. Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas que nous soyons à l'heure anglaise. Marie-Laure Harel. Bon, alors, en dehors de ces belles envolées philosophiques avec lesquelles... Vous avez une minute pour conclure. Je suis assez d'accord. Oui, bon, alors, non, quand même, vous avez parlé de tout sauf du fondement du changement d'heure qui a quand même été mis en place pour pouvoir générer des gains écologiques. Et grâce au changement d'heure, et particulièrement en été, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de Français qui sont contre. Quand on fait un sondage en hiver, à peu près tout le monde est contre le fait que les journées raccourcissent. Sans doute, si on avait fait ce sondage juste avant l'heure d'été, tout le monde aurait été pour. Mais la vérité, c'est que cela permet de générer chaque année 440 gigawattheures d'économie, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 800 000 personnes comme Marseille. Et ça, c'est très important. Parce que d'abord, la France a des engagements très importants qui ont d'ailleurs été définis au niveau européen entre les 28 pays cette semaine. C'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ça y contribue un peu. Alors, ça y contribue plus. Attendez, à hauteur... Attendez, 44 000 tonnes par an. Voilà. Ce qui n'est... C'est rien à côté des 200... Non, mais attendez, s'il vous plaît, je vous écoute si sagement. 44 000 tonnes d'économie, c'est pas grand-chose à côté des 200 milliards de tonnes équivalent CO2 qu'on doit économiser chaque année, mais c'est déjà un début et on ne peut pas le nier. Donc on a à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et il ne faut pas oublier aussi que, et le président de RTE a tiré la sonnette d'alarme cette semaine, la France, avec la fermeture toute prochaine de centrales, pas nucléaires mais électriques, au charbon et au fioul, va faire face à une grave pénurie d'électricité à partir de l'hiver 2015, donc juste là. Donc réduire nos consommations, c'est réduire les gaz à effet de serre, c'est réduire la consommation d'énergie parce qu'on en a de moins en moins, et à cet égard, on ne peut pas être contre le changement d'heure. Mais en fait, merci à toutes les deux, c'est fini. Pour vraiment fini.